Voilà, nous allons... Il y a un micro? Oui. Nous allons recommencer. On entend? Apparemment, il y a un petit souci technique. Voilà, nous allons reprendre nos travaux. Je trouve une position. Il y a un effet Larsen là, non? Non? Bon. Donc nous allons maintenant parler du contentieux avec deux exposés introductifs. Un exposé introductif qui va être essentiellement centré sur la réalité belgo-belge, où avec Sophie Remouchant, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer le contentieux stratégique en matière de santé au travail. Et puis, nous élargirons un peu le spectre, puisque nous aurons des collègues français qui viendront nous parler d'un problème qui est français, mais qui est aussi éminemment belge, qui est celui de la difficulté de la preuve en matière de maladies professionnelles. Alors, je présenterai les intervenants second exposé tout à l'heure, mais dans un premier temps, très brièvement, je vais me présenter, ainsi que Sophie Remouchant, qui va faire l'exposé avec moi. Je vais évidemment commencer par Sophie Remouchant, qui est donc diplômée de l'Université de Liège, qui est avocate au barreau de Bruxelles depuis 2001, qui est avocate au cabinet Tétis, qui est une spécialiste évidemment du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, mais qui a également des activités importantes dans cette université. Je pense qu'elle est maître de conférences, mais on ne va pas s'arrêter à la question du titre. Toujours est-il que c'est elle qui fait souffrir les étudiants du master de spécialisation en droit social avec les fameux exercices de sécurité sociale. En ce qui me concerne, Jean-François Neven, donc je suis docteur en droit, je suis avocat, maître de conférences ici à l'université. Par le passé, j'ai également été magistrat au tribunal du travail, puis à la Cour du travail de Bruxelles. Je suis donc un magistrat honoraire. Voilà, je vais commencer notre intervention qui porte donc sur le renforcement, la possibilité de renforcer le contentieux stratégique en matière de santé au travail. Alors, vous le savez, la loi du 4 août 1996 est essentiellement une loi de prévention. Il suffit de se référer à l'article 5 de cette loi. L'objectif, c'est d'amener les entreprises à avoir une politique de prévention des risques. Il s'agit donc d'éliminer les dangers, d'éviter les risques au travail. La prévention dans la loi, comme dans la directive, affiche un niveau d'ambition relativement élevé. Toutefois, il y a une forme de paradoxe, c'est que si on a des dizaines d'articles, des centaines d'articles dans la loi et dans le Code du bien-être, qui traduisent une série de principes, une série d'obligations qui sont très importants, comme la notion de risque, la notion de danger, la notion de prévention, etc., on n'a aucune traduction judiciaire de tout cela. Ce sont tous des concepts qui n'ont pas été travaillés sur le plan judiciaire. Comme le disait Laurent Vogel dans l'article consacré au droit de retrait, il disait depuis 1996, aucune saisine des tribunaux belges ayant comme objet les aspects collectifs et structurels de la prévention. On aura l'occasion d'y revenir. C'est essentiellement au stade de la réparation, mais pas de la prévention, qu'on a un contentieux en Belgique. Alors cette priorité s'explique, ou plutôt cette absence de procédure en matière de prévention s'explique par le fait qu'on donne traditionnellement en Belgique
priorité à la concertation sociale et qu'on considère que la mise en œuvre du droit à la santé, à la sécurité, se réalise essentiellement dans le cadre de la concertation à l'intérieur des entreprises ou au niveau national avec le Comité supérieur de prévention et de protection au travail. Mais l'idée, c'est quand même de savoir si on ne pourrait pas renforcer l'effectivité de la matière, l'effectivité de la législation, au travers d'une certaine judiciarisation. Alors, la judiciarisation, ce n'est pas la panacée, ça n'apporte pas de solution à tout, ce n'est pas en soi une fin, la judiciarisation, mais ça permet quand même d'affiner les concepts, notamment les concepts importants dans la matière, comme la notion de risque, la notion de prévention, la notion d'obligation de sécurité. Ça permet quand même d'accroître la cohérence de la matière, et puis surtout, ça permet de la populariser, de diffuser les concepts, diffuser les normes, diffuser les principes, notamment parmi les juges, parmi les avocats, parmi les juristes, parmi les praticiens. Voilà un petit peu pour planter le décor. Notre exposé va comprendre deux parties. Une première partie qui est une partie plutôt de bilan des actions judiciaires. On va se partager le travail avec Sophie à ce sujet-là. Et puis, la seconde partie sera plus la recherche d'explication de ce bilan et aussi voir dans quelle mesure des améliorations, des perspectives d'évolution ne doivent pas être envisagées. Avant de faire le bilan à proprement parler, et pour rester sur la thématique du Covid, je vais vous proposer une brève comparaison entre ce qui s'est passé en France et en Belgique pendant la période du Covid-19 sous l'angle des procédures judiciaires. En France, on a eu une série de décisions judiciaires assez intéressantes dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi le début de la pandémie. Et il y a au moins 4 actions judiciaires qui ont un peu fait du bruit, qui ont été médiatisées, notamment l'affaire Amazon, l'affaire La Poste, et puis 2 affaires dans la région de Lille, une qui concernait un Carrefour Market et l'autre une association de travail à domicile. Alors ces actions étaient intéressantes parce qu'on avait d'une part 2 actions introduites par l'inspection sociale elle-même, l'inspection du travail, comme on dit en France, et 2 actions introduites par les organisations syndicales. Elles se sont soldées chaque fois par des condamnations, ne faisaient pas entièrement droit à la demande, mais des condamnations qui rappelaient les obligations des employeurs en matière de prévention, y compris dans le contexte du Covid-19. Et pour l'essentiel, il s'agissait soit de contraindre l'employeur à mettre en œuvre des mesures de prévention concrètes par rapport à l'entreprise, soit de rappeler les grands mécanismes de la prévention, l'obligation d'évaluation des risques, l'adaptation ce qu'on appelle en France le document unique d'évaluation des risques, ou bien les obligations en matière de consultation du personnel ou des représentants du personnel. Et ce qui frappe quand on lit ces décisions, c'est qu'on voit qu'il y a une grande maîtrise. Alors je sais que les juges peuvent toujours un peu bluffer sur le niveau de leur connaissance, mais qu'il y a une grande maîtrise des principes de base de la matière, et c'est pourquoi je vais épingler quelques passages de motivation de ces décisions pour montrer qu'en France, en tout cas, il y a une certaine judiciarisation qui emporte une certaine maîtrise de la matière de la santé et la sécurité au travail. Alors ces décisions sont intéressantes, d'une part parce qu'elles mettent en lumière la notion même de prévention, elles la réaffirment, l'explicitent, en disant tout d'abord que la prévention doit être distinguée de la réparation. Qu'il n'est pas besoin d'avoir un dommage avéré pour qu'il faille faire de la prévention. Et je vous cite un extrait d'une décision du tribunal judiciaire de Paris qui concernait La Poste, qui nous dit que les mesures de prévention doivent être mises en place sans qu'il soit question d'atteinte
d'attendre la commission de manquement à la loi ou la survenance de dysfonctionnements, d'incidents révélateurs de risques graves, d'accidents du travail ou de faits générateurs de maladies professionnelles. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait des dommages pour que la prévention s'impose. Intéressant aussi ce petit passage d'une décision aussi du tribunal judiciaire de Paris à propos du contexte du Covid-19. Il nous dit « Ne faisons pas de la prévention stéréotypée. L'employeur ne peut se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement, notamment en ce qui concerne les gestes barrières. » Et plusieurs décisions reprennent aussi le principe de spécificité, en ce sens que si on met des mesures de prévention, ce n'est pas pour mettre des mesures abstraites, c'est au contraire pour mettre en œuvre des mesures spécifiques adaptées à la situation de l'entreprise. Deuxième point sur lequel, me semble-t-il, ces décisions sont intéressantes, ces décisions françaises sont intéressantes, c'est que les tribunaux font usage de leur pouvoir d'injonction à l'égard des employeurs, y compris à l'égard du secteur public. C'est souvent une question qui est soulevée, c'est on dit vis-à-vis de l'employeur public, on ne peut pas imposer des mesures parce que séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire ne peut quand même pas venir dire à un employeur public ce qu'il doit faire. De manière très intéressante, dans l'affaire La Poste, le tribunal judiciaire de Paris répond à cet argument de la séparation des pouvoirs. Au moins 2 des 4 décisions abordent la fameuse question des risques biologiques. Évidemment, c'était avant qu'on ne se prononce sur le catégorie 3, catégorie 4, et le tribunal de Lille, le tribunal judiciaire de Lille, intègre l'idée que ce sont bien des risques biologiques et qu'il faut faire une liste des travailleurs concernés, etc. Donc, anticipe, me semble-t-il, sur le fait, il ne le dit pas comme tel, mais anticipe sur le fait qu'on doit respecter les obligations niveau 4, catégorie 4. Les 2 décisions, au moins, insistent sur l'obligation d'actualiser les analyses de risque. Un des tribunaux rappelle qu'il est en son pouvoir d'ordonner à l'employeur de procéder à une évaluation complète de toute la gamme et de la typologie possible des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux. M. Rollin a insisté tout à l'heure sur l'importance de lier les risques professionnels, notamment liés à des agents biologiques, et les risques psychosociaux, et aussi le pouvoir d'ordonner en conséquence des mesures adaptées de prévention au titre des impératifs et standards habituels de sécurité juridique et sanitaire. Évidemment, les décisions rappellent le caractère essentiel de la consultation des travailleurs en cette matière, en évoquant non seulement le droit fondamental des travailleurs à être consultés sur leurs conditions de travail, mais aussi, ça a été dit aussi tout à l'heure, le fait que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui, généralement, connaissent le mieux la situation de leur poste de travail, la situation de risque auxquels ils sont confrontés, et que donc, à ce titre-là, pour une raison simplement d'efficacité des mesures, il est nécessaire, souhaitable de les consulter. Alors, en Belgique, on le sait, on a eu une autre approche, qui est l'approche du guide générique. Alors, certains d'entre vous savent que je n'étais personnellement pas très enthousiaste, et j'ai eu l'occasion de le dire à propos du guide générique. Bon, processus d'élaboration quand même un petit peu particulier, où ce ne sont pas les partenaires sociaux eux-mêmes qui l'ont adopté, mais on a endossé le point de vue de différents experts, et surtout, on a mis, alors, je ne sais pas si c'est en somnolence ou bien si c'est complètement à l'écart, mais on n'a pas fort insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les mécanismes ordinaires de prévention. On n'a pas rappelé que l'entreprise devait faire des analyses de risque. On n'a pas rappelé que l'entreprise devait adapter son plan annuel ou son plan quinquennal de prévention. On n'a pas rappelé qu'il fallait consulter de manière approfondie les représentants des travailleurs avant de mettre en œuvre les mesures. On a eu une approche assez stéréotypée de la prévention, disant essentiellement gestes barrières, marquage au sol.
Mais c'est à peu près tout. Je vous ai dit tout à l'heure ce que le tribunal judiciaire de Paris en avait dit, c'est qu'il ne faut pas faire une approche stéréotypée de la prévention, mais au contraire, il faut, y compris en ce qui concerne les gestes barrières, mais au contraire, il faut avoir un principe de spécificité, appliquer la prévention à l'entreprise elle-même. Et surtout, et j'en terminerai là avant de donner la parole à Sophie, on n'a pas eu de véritable aiguillon judiciaire. Il n'y a personne qui a été devant un tribunal pour dire les principes de prévention ne sont pas respectés par le guide générique et ne sont pas respectés par les entreprises qui se fient à ce guide. Et ça montre, me semble-t-il, l'état des pratiques, l'état des habitudes par rapport à la judiciarisation de la matière de la santé et de la sécurité au travail en Belgique, où on estime qu'il n'y a pas véritablement place pour un contentieux en la matière, dans la mesure où, à première vue, a priori, on met tous ses œufs dans le même panier, celui de la concertation sociale. Mais Sophie, à qui je vais donner la parole, va peut-être nuancer un petit peu ce bilan. Oui, parce que c'est bien connu que moi, je nuance toujours. Hein. Bon, alors, ce qu'on voulait faire quand même, au-delà de ce constat par rapport au Covid, vous avez compris, il n'y a pas de contentieux, en tout cas de décision judiciaire en matière du Covid, et c'est-à-dire qu'il n'existe pas de contentieux qui explore ou qui mobilise le droit de la santé et de la sécurité au travail. En Belgique, ça n'est pas exact. Nous avons en fait deux gros contentieux qui existent dans la réalité. D'une part, le contentieux pénal et d'autre part, le contentieux civil devant les juridictions du travail. Alors, les caractéristiques communes, de manière un peu grossière, de l'ensemble de ces affaires doivent néanmoins conduire au constat que les aspects collectifs et structurels de la législation ne sont pas explorés par ces contentieux, par ces actions judiciaires. Le cœur, l'objet de ces actions n'est pas l'effectivité de la prévention au sein des entreprises, n'est pas de discuter des aspects structurels et collectifs. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que toutes ces actions ont comme point commun, ou l'extrême majorité d'entre elles, un point de départ qui est très limité. Le point de départ, c'est le risque réalisé, hein, le dommage, le constat qu'il y a un dommage que la prévention était censée éviter. Donc évidemment, si le point de départ, c'est le risque réalisé, il est certain que ce n'est pas la prévention qui est travaillée, mais plutôt la réparation au sens large. Donc au pénal, ce qui va être discuté, c'est l'application de la sanction pénale, les peines pénales prévues. Au départ de quoi ? Au départ d'un accident du travail grave. Alors, ce sont la plupart du temps des accidents de travail mortels ou des accidents de travail qui ont entraîné des incapacités majeures dans le chef des travailleurs. Au civil, devant les juridictions du travail, c'est aussi le départ du dommage qui est allégué par le travailleur du fait des défauts de la prévention dans l'entreprise. Alors, ça, c'est le premier point. À partir du moment où on part du risque réalisé, évidemment, on ne travaille pas la prévention. Deuxième élément, l'objet de ces actions en justice, ce n'est pas que l'entreprise applique les règles du droit de la santé et sécurité au travail, mais comme je le disais, l'application de la sanction pénale ou la réparation. Alors, avec un peu plus de détails, si on se penche quand même dans ces décisions, on voit qu'au niveau des juridictions pénales, donc ils sont amenés à statuer soit sur une infraction d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires, ou sur l'incrimination générale en matière de non-respect de la législation santé et sécurité, on peut voir à travers les décisions qu'on creuse davantage la question de la qualité de la prévention. Mais c'est toujours au départ du risque. L'accident est survenu. Qu'est-ce qui a causé cet accident ? Le travailleur est tombé de l'échelle. On n'a pas mis les équipements de sécurité individuels ou collectifs. Donc, de nouveau, l'approche, elle n'est pas collective, elle est individuelle, elle est monocentrée sur le risque réalisé. Et ce qu'on doit aussi constater, c'est que les enseignements qu'on peut trouver dans ces décisions pénales sur le droit matériel de la santé et de la sécurité, ils ne sont pas relayés en doctrine vers le droit du travail, vers le droit de la santé au travail. Ça reste en fait cantonné chez les spécialistes du droit pénal social, et ce sont quand même, on doit le dire, des mondes plus ou moins étanches dans les pratiques judiciaires.
Alors, du côté des juridictions du travail, qu'est-ce qui se discute en matière de droit de la santé et sécurité au travail? Eh bien, l'extrême majorité du contentieux tourne autour du harcèlement et la violence au travail. Ça, c'est une matière, un morceau de la loi de 96 qui est labouré et relabouré par les juridictions du travail. Mais ce qu'on doit constater, c'est que la plupart du temps, ces affaires concernent la demande de réparation de la victime de ce phénomène harcèlement et violence au travail. Alors en fait, ça s'explique pourquoi en droit belge il y a tellement d'affaires, c'est qu'on a un dispositif législatif et judiciaire qui est très poussé sur ces questions-là. Et alors que ce dispositif inclut également des pouvoirs d'injonction du juge sur le terrain de la prévention, dans le cadre d'une action comment référer, donc une action qui va rapidement, on doit constater que ces mécanismes-là sont quasiment pas utilisés par les demandeurs, par les plaideurs, qui vont plutôt demander la réparation plutôt que l'application concrète des mesures de prévention dans l'entreprise. Alors, à côté de cet arbre, ou cet iceberg qu'est le harcèlement et la violence au travail, on constate des décisions de justice sur d'autres risques. D'autres risques psychosociaux, le burn-out commence quand même à faire un peu son petit bonhomme de chemin, le stress, le conflit, et de manière encore plus rare, les autres risques, les risques biologiques ou les risques chimiques, les risques au niveau de l'atmosphère, etc. Alors, on doit aussi voir qu'il y a pas mal de jurisprudence, et c'est là qu'on voit vraiment l'apport que peut représenter un contentieux vivant sur tout ce qui est surveillance de la santé au travail, les missions du médecin du travail, le rôle de la médecine du travail dans le développement de la politique de prévention. Toute cette jurisprudence qui existe s'est développée au départ de la question de la force majeure médicale. Donc ce mode de rupture particulier qui permet à l'entreprise de rompre le contrat de travail sans assurer le préavis lorsque le travailleur se trouve en incapacité définitive. Et là, on voit que ces questions, qui sont des questions de droit individuel du travail, de rupture du contrat de travail, mobilisent ou en tout cas explorent les questions de la santé au travail, donc dans un petit corpus qui est le corpus de la surveillance médicale au travail. Donc en gros, on a en fait très peu de pans de la législation santé-sécurité qui sont explorés par la jurisprudence actuelle, donc énormément harcèlement-violence, pas mal en matière de surveillance de la santé, mais tout le reste, qu'est-ce que c'est qu'une analyse de risque, par exemple? On n'a absolument pas de décision. Alors, je dois quand même dire qu'il y a, parce que je pense que des acteurs, en tout cas les scrutateurs de la vie sociale l'auront vu, on a quand même un procès qui détonne dans ce constat que je dresse, qui est donc le procès que mènent 228 agents de la STIB contre leur employeur dans le décours de l'exercice du droit de retrait qu'ils ont été amenés à exercer dans le courant du mois de mai 2020, donc au début de la pandémie. Alors, c'est aussi un procès qui est réactif à, non pas ici un risque réalisé, mais plutôt un risque grave, un danger grave et immédiat, et qui est réactif surtout à une problématique de défaut de prévention. Donc le procès a quand même un intérêt sur le sujet dont on parle, dans la mesure où on n'a pas de risque réalisé, où c'est quand même la question de la prévention qui est mise en avant, mais ce procès se concentre quand même sur certains aspects du dispositif, le fameux droit de retrait, dont on sait qu'il s'agit d'une pièce importante, mais quand même assez mineure du droit de la prévention au travail, puisque c'est le dernier niveau de prévention. Lorsque tout le reste a échoué, la protection individuelle du travailleur par son action individuelle. Cela étant, mais on verra évidemment ce que les juridictions du travail vont faire avec l'affaire. C'est aussi l'occasion quand même d'avoir des éléments de discussion sur les aspects structurels de la législation, notamment qu'est-ce que l'analyse de risque, comment l'analyse de risque doit être menée, est-ce que la stratégie peut se développer en dehors de la participation des travailleurs, quel est le rôle des méthodes de quantification des risques, en l'occurrence la méthode Kiné, qu'est-ce que c'est que cette notion de risque acceptable dans la législation. Donc à voir si au final ces éléments pourront être discutés, ou donneront en tout cas lieu à une jurisprudence, à une décision de justice qui explore ces matières-là, mais en tout cas c'est à ma connaissance la seule affaire belge qui interroge devant les juridictions du travail directement les dispositifs de santé-sécurité au travail. Voilà. Donc on va faire la chaise musicale, hein, mais je reviens.
on n'avait pas tout à fait anticipé la disposition des lieux, donc on pensait que ce serait un peu plus facile de se succéder. Mais donc, je vais voir maintenant des éléments explicatifs. Et donc, vous l'avez compris, il n'y a pas véritablement dans le paysage belge de contentieux centré sur les aspects collectifs et structurels de la prévention. Et la question que je vais aborder maintenant, brièvement, est de savoir, est-ce qu'il y a dans notre législation pourtant des possibilités de mener à bien un contentieux de ce type, en reprenant la distinction entre le pénal d'une part et le civil d'autre part. Donc, est-ce qu'il y a dans notre arsenal juridique des outils qui permettraient de développer une approche contentieuse, non pas de la réparation, mais aussi de la prévention? Alors, sur le plan du volet pénal, à première vue, oui, sur le plan de notre législation, il y a les éléments nécessaires, puisqu'on a des acteurs, on a l'auditorat du travail, on a une inspection sociale dédiée à la question du bien-être au travail, et puis on a dans notre code des incriminations en matière de bien-être qui sont très larges. Vous le savez, dans le code pénal social, il est prévu qu'une sanction de niveau 3 ou de niveau 4 peut être appliquée dès qu'on a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 96. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'on prévoit une sanction de niveau 4 lorsque cette infraction a eu des conséquences sur la santé de certains travailleurs, et de niveau 3 lorsqu'il n'y a pas eu d'atteinte à la santé des travailleurs. Mais donc ça veut dire qu'il ne faut pas nécessairement un dommage, et que c'est bien l'idée de la prévention, de la possibilité de sanctionner la prévention qui est en cause. Rapidement, la Cour constitutionnelle a d'ailleurs validé le fait qu'on puisse sanctionner pénalement le fait de ne pas avoir respecté des mesures de prévention comme telles, et ce n'est pas incompatible avec le principe de l'égalité en matière pénale. Toutefois, quand on va sur le terrain et qu'on voit dans les faits, je vais très vite sur ce slide, on constate que la prévention n'est manifestement pas inscrite au titre des priorités de poursuite. Et dans les faits, quand on consulte par exemple les circulaires du Collège des procureurs généraux, la question de la prévention comme telle n'est pas du tout mise en avant. C'est beaucoup plus la réaction pénale qu'il faut offrir, mettre en place lorsqu'il y a des accidents du travail graves, mais pas du tout par rapport à la prévention. Alors sur le plan civil, qu'en est-il? Donc quand je dis civil, sur le plan des actions potentiellement devant le tribunal du travail. Donc là, les acteurs concernés, ceux qui pourraient porter ces actions centrées sur la prévention, ce sont évidemment les organisations syndicales. Comme on n'a pas vraiment testé cette possibilité, je suis dans la situation un peu délicate où il faut à la fois poser les questions, voir les objections que l'on pourrait faire à l'égard d'une action des organisations syndicales visant à la prévention, et aussi apporter les réponses. Les questions, c'est tout d'abord la question, y a-t-il un intérêt né et actuel à agir en prévention? Est-ce que le tribunal du travail est compétent pour une action qui serait essentiellement de nature collective et pas individuelle? Faut-il constater un intérêt propre dans le chef des organisations syndicales, ou peut-on considérer qu'elles agissent sur base d'un intérêt collectif, si elles agissent en vue de faire reconnaître des manquements en matière de prévention? Et puis, est-ce que le tribunal du travail a le pouvoir de donner des injonctions à l'égard d'un employeur? Je vais être très rapide sur ces questions qui soulèvent évidemment beaucoup de sous-questions, et nous serons plus longs dans la contribution écrite qui paraîtra dans le livre qui suivra ce colloque. Intérêt né et actuel, là je pense qu'il y a une confusion à éviter. Ce n'est pas parce qu'on parle de prévention que forcément c'est une action ad futurum, comme on dit. En réalité, si on agit parce qu'une situation d'exposition au risque n'a pas donné lieu
à une mesure de prévention. On n'est pas là pour prévenir contre un dommage ultérieur, on est là pour constater qu'une disposition légale n'a pas été respectée. Donc il suffit qu'on ait une exposition au risque qui n'ait pas donné lieu à une mesure de prévention pour qu'il faille considérer qu'on a bien un intérêt né et actuel. La question de savoir si l'action qui serait introduite par une organisation syndicale en vue d'obtenir des mesures de prévention, non pas pour un travailleur déterminé, mais pour un ensemble de travailleurs d'une entreprise, est-ce que cette action ne serait pas une action collective? Et est-ce que le tribunal du travail est compétent pour une action de ce type? Alors il y a une espèce d'opinion commune qui veut que le tribunal du travail est par nature compétent uniquement pour les litiges d'ordre individuel. Il y a des dispositions qui vont dans ce sens-là, la disposition qui traite de la compétence en matière de contrat de travail et surtout la disposition qui traite des compétences en matière de convention collective, qui dit que le tribunal du travail ne connaît que des contestations individuelles portant sur l'application des conventions collectives. Et on en déduit de manière, me semble-t-il, un peu rapide, qu'il est exclu d'avoir une action qui aurait une connotation collective devant le tribunal du travail. Il y a une affaire assez intéressante où une organisation syndicale avait saisi le président du tribunal du travail de Liège en matière de harcèlement, et ça concernait 2 travailleurs. Et donc on avait introduit la demande en vue d'obtenir des mesures de cessation concernant 2 travailleurs. Et le tribunal se dit « ouïe, 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 c'est collectif ». Et donc, il a posé une question à la Cour constitutionnelle, qui n'a pas répondu à la question parce qu'il y avait un problème de libellé de la question, mais ça montre bien qu'en tout cas, il y a un trouble dans le fait, y compris des magistrats, de savoir si le tribunal du travail peut recevoir une action qui ne concerne pas un seul travailleur, mais qui a une dimension collective. Il me semble que la réponse que se posait le président, à la question que se posait le président du tribunal du travail de Liège se trouve à l'article 79 de la loi du 4 août 1996, qui dit que les organisations représentatives des travailleurs peuvent agir pour tout différent en lien avec cette législation. Et cette disposition leur donne non seulement qualité, me semble-t-il, pour agir, mais elle n'exclut pas que le recours introduit par les organisations syndicales puisse avoir une dimension collective. Autre question que je pose et à laquelle je donne une réponse, est-ce que les organisations syndicales devraient justifier d'un intérêt propre ou bien peuvent-elles se prévaloir de l'intérêt collectif d'un groupe de travailleurs si elles introduisaient cette action? Alors l'article 79, il est très intéressant, donc de la loi du 4 août 1996, parce que c'est aussi la disposition qui donne qualité aux organisations syndicales pour agir en matière d'élections sociales CPPT. Or là, on considère, la jurisprudence considère que c'est un intérêt collectif que les organisations syndicales vont défendre et elles ne doivent pas justifier d'un intérêt propre par rapport à ce contentieux. Donc si on transpose sur notre question de la prévention, l'article 79 n'exige pas un intérêt propre dans le chef de l'organisation syndicale, difficile à démontrer, mais leur permet d'agir sur base de l'intérêt collectif de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Je pense donc qu'il n'y a pas de difficulté particulière sur le plan donc, de l'intérêt personnel, puisqu'en réalité, il leur suffit d'invoquer l'intérêt collectif des travailleurs de l'entreprise. Et puis, dernière question que je pose, et là, j'ai bien conscience que ça mériterait certainement des développements plus importants, est-ce que le juge a le pouvoir de donner des injonctions claires à l'employeur en matière de prévention? Il y a des arguments de texte, mais il y a aussi le fait qu'on va, un peu comme pour les actions comment référer, buter sur la question de savoir est-ce qu'on n'enfreint pas le pouvoir de l'employeur d'organiser son entreprise. Il me semble que cet argument a des limites et qu'en tout cas, il ne peut pas empêcher qu'on agisse devant le tribunal du travail, que ce soit en référé ou au fond, pour faire respecter l'encadrement de la loi. Comme par exemple, faire valoir le fait que l'analyse de risque qui a été faite n'est pas correcte, ou que l'analyse
de risque n'est pas pertinent, ou que dans les mesures de prévention qui sont proposées, un principe comme le principe que c'est une prévention primaire qui doit être mise en œuvre par préférence à une prévention secondaire ou tertiaire, que ce principe, on doit pouvoir le faire valoir. Donc, si je résume, il me semble qu'il y a une possibilité, au travers de cet article 79, d'avoir un contentieux initié par les organisations syndicales et qui aurait pour objet la prévention collective, et rien que la prévention collective, sans qu'il faille démontrer que l'on a affaire à une situation dégradée. Je vais rendre la parole à Sophie, qui va maintenant voir s'il n'y a pas d'autres difficultés qui pourraient expliquer que le contentieux en matière de prévention ne se soit pas... Reste exactement, en fait. Qui gère le temps ici? C'est moi. Et normalement, 1 minute. 1 minute. Bien, alors, je vais faire l'impasse sur la question des normes qui pourraient peut-être être une explication au problème pour aller sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je voulais pouvoir parler précisément devant Laurent. Un élément explicatif qui est l'absence de relation entre la réparation des risques professionnels et la prévention des risques professionnels. Parce que ça me permet d'une part de saluer l'apport doctrinal énorme que Laurent a apporté à la matière. La matière de la réparation des maladies professionnelles est un parent pauvre de la recherche scientifique. Laurent, je te le dis, l'article que Daniel a cité en introduction inspire les juges. Il y a un arrêt très important qui a été rendu par la Cour du travail de Liège sur la notion de risque professionnel, dans lequel les enseignements de ton article ont été mobilisés et on voit cette influence directe de la recherche scientifique sur la production des savoirs. Donc, je ne pouvais pas manquer l'occasion d'en parler. Et aussi parce qu'évidemment, comme on n'en parle jamais, c'est l'occasion qu'il y a des gens qui m'écoutent pour discuter de cette question des maladies professionnelles. Alors, on le sait, pourquoi est-ce que c'est un problème qu'il n'y a pas de lien entre les régimes de réparation des risques professionnels et la prévention des risques professionnels? Les disciplines autres que les disciplines juridiques ont démontré l'influence qu'avait la reconnaissance des accidents et des maladies sur l'efficacité, sur la qualité de la prévention. Mais en droit, on sait également, et si on suit l'exemple français, on en a une démonstration impeccable, que les régimes de réparation peuvent également influer directement sur l'effectivité du droit à la santé, sécurité au travail. Si on regarde du côté des Français, on a vu que dans le droit de la réparation au risque professionnel, il y a eu le dégagement de la notion d'un concept extrêmement fort qui va irriguer le droit du travail, qui est le concept de l'obligation de sécurité de résultat, dégagé à partir de l'exception à l'immunité, qui est la faute inexcusable. Et on voit toute l'importance en droit que peuvent avoir les deux corpus normatifs. Alors, le problème en Belgique, c'est que nous sommes face à une immunité de responsabilité qui est, dans la pratique, absolue. L'employeur paye ses cotisations de sécurité sociale, paye sa prime d'assurance et il n'a plus à répondre du risque réalisé, le risque qu'il rend possible. Laurent a eu l'occasion dans de nombreuses contributions de démontrer que l'émergence du droit à la réparation des risques professionnels a étouffé le développement du droit de la prévention des risques. On constate également que l'immunité en elle-même a empêché l'émergence d'une jurisprudence sociale sur qu'est-ce que sont les niveaux de prévention qui doivent être atteints dans l'entreprise. Donc nous avons un vrai problème qui est centré sur cette question de l'immunité et qui devrait pouvoir évoluer dans un monde moderne au XXIe siècle, sortir du compromis historique de la fin du XIXe siècle, à l'époque où, je le rappelle toujours, le Parlement était composé censitairement et sans les femmes. Alors, en ce qui concerne de manière plus pratique, si on veut être plus prospectif, il y a certainement, avec le droit existant, en tout cas une manière de travailler le droit existant qui devrait pouvoir sortir les problématiques de l'ombre. Alors, je voulais ici souligner un des aspects problématiques du côté de la législation des maladies professionnelles et surtout son interprétation par l'institution de sécurité sociale. Alors, je ne vais pas être trop longue parce que je pourrais parler des heures de cette question-là. Le premier problème que je voulais pointer, c'est la manière dont la
notion de risque professionnel est appréhendée par la loi sur la réparation des maladies professionnelles conjuguée à l'interprétation administrative. Cette façon de voir le risque professionnel réduit le risque professionnel à quasiment rien, ou en tout cas aux risques les plus graves, ce qui invisibilise ni la réalité de l'extrême majorité des risques en entreprise, des pathologies professionnelles et de leurs causes professionnelles. C'est très simple, hein. Si on prend deux catégories qui représentent plus de la moitié des dépenses de l'INAMI, les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques, ce sont des pathologies professionnelles qui n'accèdent pas à l'indemnisation, pour lesquelles on ne reconnaît pas le risque professionnel. Ça empêche donc également toute irrigation du droit de la réparation par le développement d'une notion performante du risque professionnel dans le droit de la prévention. Si on regarde ce qu'est un risque professionnel en réparation, on doit constater que les entreprises font très bien leur taf en ne faisant strictement aucune mesure de prévention. J'exagère un tout petit peu, mais à peine. Alors, le deuxième problème que je voulais mettre en exergue, et là, il serait quand même assez facile de le résoudre, c'est qu'une fois que l'administration reconnaît l'existence d'un risque professionnel indemnisable, et je vous ferai grâce de la difficulté d'arriver à ça. Donc, sur le plan individuel, le travailleur qui fait une demande de réparation, à qui on reconnaît qu'il a été exposé au risque professionnel de sa maladie, eh bien, une fois que ce constat est posé, du côté de la prévention, il ne se passe strictement rien. Or, si la maladie professionnelle et le risque est reconnu, ça signifie en droit, vu la façon dont la législation est interprétée, que les autres travailleurs qui sont exposés au même danger, à la même influence nocive, sont exposés à un risque très élevé de contracter la maladie professionnelle, la maladie en question. En fait, ici, on est en termes de probabilité. La probabilité est tellement importante que si on fait une comparaison avec les méthodes de quantification des risques, on est sur les niveaux de risque dits inacceptables en prévention. Donc, on indemnise un risque inacceptable en termes de prévention, mais le constat reste cantonné sur un plan strictement individuel. La réparation, hein, l'argent, les rentes, les indemnités pour incapacité, que recevra individuellement le travailleur demandeur de la réparation de sa maladie professionnelle. Il n'y a aucun relais sur le plan collectif de ce constat posé dans le champ de la réparation, ni sur le plan de la prévention, parce qu'il n'y a pas de signalement, par exemple, au contrôle du bien-être, hein, qui est donc l'inspection du travail belge, ni à l'employeur, ni au CPPT, ni aux travailleurs, de l'existence de ce risque grave pour la santé au travail. Et évidemment, il n'y a absolument aucune notification à l'employeur de changer, de modifier l'organisation du travail de manière à faire supprimer le risque grave constaté. Et d'un autre côté, il n'y a pas non plus de mise en œuvre pour ces travailleurs qui sont exposés, qui ne sont pas le demandeur de la réparation, aucune mise en œuvre des mécanismes d'écartement préventif, hein, qui sont un volet important de la prévention dans le régime des maladies professionnelles. Et ces travailleurs-là sont même laissés dans l'ignorance du risque auquel ils ont été exposés, j'ai presque terminé, puisqu'ils ne sont même pas invités à... D'abord, on ne les informe pas sur le risque, l'employeur ne reçoit pas l'information, évidemment le travailleur ne le reçoit pas non plus, du coup quand la maladie se déclare, on ne sait même pas qu'il y a un collègue de travail qui a été indemnisé pour la même maladie en question. Donc pour en conclure, sur une chose qui pourrait quand même qui ne demande pas beaucoup d'argent ni d'énergie pour avoir une amélioration, on doit constater que le droit de la réparation du risque professionnel ne joue ni en droit ni en pratique aucun rôle sur le plan de l'effectivité de la prévention, sur le plan de l'effectivité de la législation santé-sécurité au travail en Belgique. Voilà. Voilà, merci beaucoup Sophie. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Madame Marchand et à Madame Arzélène Le Diguer, qui vont nous parler maintenant de la situation en France, où on va parler de la question de la preuve des maladies professionnelles
Je ne sais pas où... Ah, elles sont là. Si vous voulez, je vais d'abord vous présenter Madame Arzelen Le Diguer, si je prononce bien votre nom. Donc, vous êtes doctorante actuellement à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous avez été par le passé chargée du suivi de la déclaration et de la reconnaissance de maladies professionnelles des patients dans le cadre de l'enquête du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle. Donc c'est clair que la question des cancers d'origine professionnelle est au cœur de vos activités. Vous êtes donc actuellement doctorant depuis 2016 et vous réalisez une thèse qui aura la question des cancers professionnels au cœur de votre étude. Alors Madame Marchand, vous êtes chargée de recherche et co-directrice du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, donc à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et vous êtes aujourd'hui inscrite dans plusieurs projets de recherche, active dans plusieurs recherches, privilégiant l'approche socio-historique de la question et s'intéressant au lien entre la santé et la santé environnementale. Voilà, je vais vous donner immédiatement la parole. Au préalable, je pense, mais tu vas peut-être le faire, régler la question du nom et du PowerPoint. Et du PowerPoint, je pense qu'il faut juste... C'est celui-là, hein, oui. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Je fais combien ? Vanessa, tu peux venir ? Je dois faire quoi pour avancer ? Vous devez juste utiliser les flèches ici. Ok, d'accord, ça va. Oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de cet événement auquel nous sommes vraiment ravis de participer, Arzelen Le Diguer et moi. Nous sommes effectivement très heureuses de pouvoir participer à cet hommage aux travaux de Laurent et à son engagement parmi d'autres pour la préservation de la santé des travailleurs et des travailleuses. Notre communication va porter sur le contentieux du droit de la réparation des maladies professionnelles en France. Cette fameuse arme du droit à laquelle Laurent est très attaché, mais une arme qui reste fragile à la hauteur de l'objet très mouvant qu'est la définition juridique de la maladie professionnelle. Cette communication, elle se déroule à deux voies, mais surtout à deux disciplines, le droit et la sociologie. Et elle s'appuie sur notre expérience commune à Arzelen et à moi de recherche au sein du GISCOP 93, le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Un dispositif de recherche-action qui a été créé en 2002 à l'initiative notamment de Annie Thébomoni, ici présente, qui interviendra tout à l'heure, et qui a pu profiter durant de longues années de la participation active au sein de son conseil scientifique de Laurent Vogel jusqu'à son récent départ en retraite. Et on espère, Laurent, qu'au-delà de ce départ en retraite, nos échanges pourront se poursuivre sur nos travaux respectifs. Nous partons... alors, dans une première partie... Ah, je ne suis pas sur le bon, si. Parce que je vois deux trucs en même temps. Là. Regarde, c'est ici, mais c'est bien diffusé. Ok, merci. Dans une première partie, à partir du vécu de salariés atteints d'un cancer bronchopulmonaire et de l'accompagnement de ces salariés dans l'accès au droit à réparation, je montrerai comment l'accès à ce droit repose sur la production de preuves le plus souvent inaccessibles à ces salariés, tant dans la phase précontentieuse que dans la phase contentieuse. Et dans une seconde partie, Arzelen Le Diguer proposera une analyse du niveau de preuve juridiquement attendu. Alors, quelques mots rapides pour préciser... Si ça marche. Quelques mots rapides pour préciser le contexte général de notre propos. Il existe en France, je pense en Belgique pareil, mais un phénomène important dit de sous-déclaration et de sous-reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et ce phénomène contribue fortement à rendre invisibles les risques professionnels et la responsabilité du travail dans l'état de santé des salariés et anciens salariés. Plus spécifiquement,
La reconnaissance des maladies professionnelles est un horizon souvent inatteignable pour les personnes concernées, donc ça résonne beaucoup avec l'intervention précédente. Et s'il existe un contentieux, celui-ci demeure très marginal. Alors d'une part, le droit de la réparation est un volet très spécifique du droit de la sécurité sociale, et c'est un volet qui suscite peu d'attrait pour les juristes. Et d'autre part, les régimes d'indemnisation des AT-MP sont justement nés à la fin du XIXe siècle pour pacifier les rapports entre le travail et le capital et déjudiciariser la compensation des maux du travail. Donc c'est donc par nature que la reconnaissance et la prise en charge des maladies professionnelles n'ont pas vocation de prime abord à se voir débattues devant les juridictions. Un seul chiffre pour mesurer la faiblesse de ce contentieux: selon une récente étude, moins de 10% des refus de reconnaissance de maladies professionnelles sont contestés par les victimes devant les tribunaux, et la grande partie concerne les troubles musculo-squelettiques. Donc, le régime français de reconnaissance des maladies professionnelles est un système mixte qui repose déjà sur un système fermé de listes qui prend la forme de tableaux. Donc, comme je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes en Belgique et en France, je vous montre l'avant-dernier tableau des maladies professionnelles en France autour de l'infection au SRAS-CoV-2. Donc ces tableaux nécessitent de répondre à l'ensemble de tous les critères. Donc c'est traditionnellement divisé en 3 colonnes: une désignation des maladies, un délai de prise en charge et une liste limitative ou indicative des travaux. Et vous voyez que dans la désignation des maladies, on ne s'en tient pas à une simple maladie, mais aussi à la définition d'un type d'examen, d'un type de contexte d'examen. Je vous laisse lire à gauche, si vous y parvenez, la définition de la maladie Covid dans le tableau de maladies professionnelles en France. Et ça repose sur un système de tableaux et sur un système dit complémentaire qui repose, lui, sur une expertise individuelle menée par un collège de 2 à 3 médecins, donc une expertise uniquement médicale. Alors, en fonction de la pathologie du demandeur et de l'exposition au risque, il existe donc 3 régimes de preuve du lien causal. Si la pathologie du demandeur répond à tous ces critères, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'origine ou la présomption d'imputabilité au travail. Et si la pathologie du travailleur est visée par un tableau mais pas tous les critères, il doit prouver le lien direct entre sa maladie et son travail. Et si sa maladie ne correspond à aucun tableau, il doit prouver son lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail. Et ma collègue vous montrera tout à l'heure comment cette notion est compliquée avec les maladies multifactorielles. Alors, si le régime de la présomption d'origine est le plus favorable pour les demandeurs, il n'a pour autant rien d'automatique, contrairement à ce qui est souvent écrit. Le requérant doit en effet fournir un appareil de preuve important, et les contours de ce qui fait la présomption d'origine sont en effet très étroits, comme le montre ce graphique. Donc vous voyez en vert que la présomption d'origine en fait se limite à ne pas avoir prouvé le lien entre la maladie et l'activité. Mais en gros, pour toutes les autres rubriques, donc la preuve d'une activité salariée, la preuve de la maladie, la preuve des expositions, il convient aux demandeurs, même dans le cadre de la présomption d'origine, de les fournir. Alors ça peut apparaître trivial comme ça, mais la majorité de ces preuves lui sont pourtant inaccessibles à la place qui est la sienne. Et il faut garder en tête à cet endroit que dans le cas des cancers professionnels, par exemple, les risques cancérogènes étant à effet différé, c'est au terme d'un temps de latence très important de plusieurs décennies que le cancer peut survenir. Alors partons de ce qui peut sembler le plus simple de prime abord, les preuves du travail. Les victimes du travail peuvent se confronter ici à 2 principales difficultés. La première étant la conservation de leurs documents administratifs. Donc on pense ici aux retraités qui ont le plus souvent jeté leurs fiches de paye et certificats à la demande même de la Caisse nationale de retraite, mais aussi à certains salariés encore en activité qui n'ont pu tout conserver, surtout dans le cadre de parcours morcellés. Donc dans l'enquête du GISCOP, certains patients ont jusqu'à 40 employeurs dans leur parcours de travail sur des périodes courtes, parfois d'1 semaine. Et donc vous imaginez la difficulté à conserver toutes ces traces, ces preuves du travail. Mais la deuxième difficulté est aussi le décalage entre ces documents et l'activité réelle de travail, notamment dans le cas de l'intérim ou de la sous-traitance,
où les certificats de travail laissent dans l'ombre le site où le travail s'est réalisé et donc ses spécificités. Passons aux preuves médicales. Le certificat médical, comme on l'a pu le voir dans l'enquête du GISCOP, ne suffit pas toujours à prouver sa maladie, c'est-à-dire à certifier qu'elle correspond précisément au terme d'un tableau de maladie professionnelle. Le diagnostic du médecin peut en effet être remis en question dans le cadre de l'instruction, et c'est là la traduction d'un conflit de positions et de normes entre l'univers médical et l'univers médico-administratif, entre le médecin clinicien et le médecin conseil de l'assurance maladie. On a vu avec surprise des refus de reconnaissance pour des victimes parce que le médecin hospitalier ignorait le langage médico-administratif des tableaux et qu'il aura mentionné sur le certificat médical carcinome épidermoïde en lieu et place de cancer bronchopulmonaire primitif. Ou parce que le médecin n'aura pas fourni les éléments de preuve du caractère primitif du cancer parce que ces preuves les examens nécessaires à ces preuves n'étaient pas faisables en l'état de santé du patient, ces examens n'ayant pas d'objectif thérapeutique pour le médecin et uniquement un objectif d'accès au droit à réparation. Venons-en maintenant aux preuves des expositions, qui est quand même le plus dur à prouver pour les personnes concernées. Donc je vous l'ai dit, le cancer qui frappe aujourd'hui les patients est le reflet de contaminations qui ont pu avoir lieu dans les 50 dernières années, c'est-à-dire dans un tout autre contexte, tant en termes de matériaux utilisés, de procédés de production, d'environnement de travail. Et retrouver les preuves de ces expositions, les exhumer, ça revient à se confronter à un passé disparu. Et de l'avis même de nombreux rapports administratifs et parlementaires, il n'y a pas de mémoire institutionnelle, donc ce qu'on appelle la traçabilité des expositions. Et cette preuve qui n'est pas construite par les employeurs ni par les pouvoirs publics, c'est à la victime qu'il revient alors de l'apporter dans un contexte, il faut le rappeler, de confrontation, d'instruction contradictoire avec les employeurs ou les employeurs concernés, et aussi dans un contexte de maladie, et dans le cas de la maladie cancéreuse, dans le cas d'une maladie grave. Alors, au cours de l'accompagnement des enquêtés, plusieurs pistes ont été explorées, en quête de traces, de preuves, voire d'indices. Il a été possible d'identifier des configurations où les preuves des expositions existent et sont accessibles. Je pense ici au cas d'un monsieur qu'on va appeler monsieur Boutef, qui était ouvrier fondeur dans une grande entreprise, une multinationale française, exposée largement aux fibres céramiques réfractaires notamment, qui a pu être reconnu en maladie professionnelle au contentieux, puis en faute inexcusable de l'employeur, sur la base notamment de plusieurs témoignages de collègues et surtout de PV des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT. Et dans l'un d'entre eux, M. Boutef lui-même, qui était délégué syndical, réclamait justement l'installation d'équipements collectifs de ventilation et d'aspiration que refusait la direction, et ça se voit dans le PV du CHSCT, au mépris du droit de la prévention des risques professionnels. Et je cite juste la phrase de M. Boutef, qui a été emporté par un cancer fulgurant à l'âge de 34 ans. « Si vous voulez connaître la pertinence de l'aspiration, vous n'avez qu'à passer l'été quand le soleil traverse l'atelier et vous verrez beaucoup de particules en suspension. Vous dites que vous ne pouvez pas le faire, donc l'aspiration, mais vous ne pouvez pas non plus jouer avec notre santé. » La récente disparition des CHSCT en France laisse craindre la disparition de ce type de traces dans le futur. L'accès à ces documents est toutefois compromis lorsque les entreprises concernées n'existent plus. Alors en Seine-Saint-Denis, on est sur un territoire qui a connu une importante désindustrialisation. Un grand nombre d'entreprises ont fermé leurs portes, ont disparu, les bâtiments ont été détruits, et les archives qu'avaient pu constituer soigneusement certaines sections syndicales, des tracts, des courriers, des rapports de CHSCT, de comités d'entreprise, etc., qui sont très précieuses pour l'accès au droit à réparation, sont très vulnérables. Leur gestion va dépendre de la stabilité des équipes, de la configuration des locaux syndicaux, des priorités du combat syndical, de l'intérêt porté à la conservation de ces traces. Et ces traces peuvent disparaître au moment des fermetures d'entreprises, lorsque les militants sont tout entiers mobilisés contre la cessation d'activité ou impliqués dans les négociations portant sur les modalités de licenciement. Les archives des organismes de contrôle, donc des organismes publics, ne parviennent pas à compenser ces disparitions d'archives syndicales. Ces archives ne sont en effet que le reflet des activités des organismes de contrôle. Et si l'on prend l'inspection du travail, par exemple,
qui n'est déjà pas en mesure de contrôler toutes les entreprises du territoire. Je vous dis juste, en France, on a moins de 2000 agents de contrôle pour 20 millions de salariés, c'est les données 2020. Ces agents de contrôle ne s'intéressent pas toujours aux risques CMR, ils ne conservent pas tous les dossiers d'entreprise, et jusqu'à peu, c'est-à-dire jusqu'aux affaires judiciaires de l'amiante, ces dossiers étaient régulièrement apurés et jetés une fois les entreprises fermées. Donc ces fonds sont donc très parcellaires et hétérogènes, et l'accès aux preuves que détient l'inspection du travail est par ailleurs de plus en plus verrouillé. 3 minutes ? Alors je vais très vite pour laisser la place à Arzelen. Je voulais juste dire que l'accès à ces preuves était verrouillé, que la Direction générale du travail invite ses agents de contrôle à ne pas communiquer des observations aux salariés qui peuvent porter préjudice à l'employeur, donc au mépris quand même des dispositions de l'OIT ratifiées par la France qui invitent les inspecteurs à fournir les informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, et dire aussi très vite que si la quête de preuves du travail est incertaine dans le cas des entreprises de plus de 50 salariés, on imagine bien combien la situation est vraiment encore plus difficile, voire vaine, pour les salariés au parcours morcelé dans les petites et très petites entreprises, dans le cadre de la sous-traitance et de l'intérim, et se dessinent de fortes inégalités dans l'accès aux droits, dont les travailleurs migrants, les intérimaires, les salariés en CDD et les femmes sont particulièrement victimes. Et je vais laisser la parole à Arzelen pour qu'elle ait quand même le temps de présenter. On avait répété, ça devait faire 20 minutes en tout. Donc, merci Anne de me passer la parole. Donc, pour ma part, je vais aborder le cadrage juridique des exigences probatoires, en abordant dans un premier temps le régime de preuve. Je vais essayer de passer un peu vite sur ce plan-là pour ne pas répéter ce qu'a dit Anne. Mais donc d'abord de rappeler que dans un premier temps, malgré le fait que le régime AT-MP se soit émancipé de la responsabilité civile, le régime de preuve est tout de même similaire, à savoir que le demandeur doit produire à la fois la preuve de son préjudice, d'un fait générateur qui se trouve dans l'exposition, et le rapport causal entre la pathologie et l'exposition. Donc la particularité du régime est qu'il organise 3 régimes de preuve probatoire. Alors, en ce qui concerne la maladie professionnelle, contrairement à l'accident du travail où l'objectivation de la matérialité de l'accident est beaucoup plus facile à établir, les maladies professionnelles sont par essence bien souvent multifactorielles et le législateur a bien eu du mal à fixer des critères d'objectivation. Donc la causalité matérielle de la maladie n'est jamais déterminable avec une certitude de niveau médical ou scientifique. La présomption d'imputabilité est donc instaurée pour pallier à l'incertitude causale et à l'impossibilité de preuve de la cause matérielle de la maladie. Donc les critères de vraisemblance qui fondent la présomption d'imputabilité de la maladie au travail sont rigoureusement définis dans les tableaux de maladies professionnelles, comme a pu le montrer ma collègue Anne Marchand. Alors, toutefois, pour mieux comprendre cette démonstration du lien causal, on peut se rapporter à la conception qui a pu en être faite dans le contentieux sur d'autres questions de santé, où on a pu observer que cette causalité avait une forme duale. Donc, dans un premier temps, le lien de causalité établi doit être objectif, c'est-à-dire que l'exposition à l'agent doit avoir été objectivement possible de provoquer la maladie. Donc, cette nocivité doit être reconnue scientifiquement. Et ensuite, un lien de causalité subjectif, c'est-à-dire que l'agent en cause, dans le cas individuel du demandeur, doit avoir concrètement causé la maladie de celui-ci. Donc, on se rapporte pour cela à un niveau d'exposition significatif, un délai de latence cohérent, ainsi que l'absence parfois de preuves, de facteurs extra-professionnels.
Donc, pour reprendre également un petit peu la démonstration, pour faire écho à la démonstration qu'a fait Anne Marchand, donc, pour reprendre les régimes auxquels sont soumis les demandeurs, donc dans le cas de la présomption d'origine, le lien objectif et subjectif est présumé. Dans le cadre de la démonstration d'un lien direct entre la maladie et le travail, le lien objectif demeure présumé en ce sens que la nocivité de l'agent en cause n'est pas remise en question, mais le lien subjectif, pour le coup, doit être démontré en ce sens que le demandeur doit démontrer un niveau suffisamment significatif d'exposition au risque. Enfin, en ce qui concerne les maladies hors tableau, dont on doit démontrer le lien direct et essentiel entre l'activité habituelle et la maladie, le lien objectif et subjectif, cette fois-ci, doivent faire l'objet de la preuve. Donc, ces deux objets de preuve sont difficiles à démontrer en dehors de la présomption d'imputabilité, puisque la preuve d'un lien objectif nécessite des données scientifiques qui sont parfois indisponibles ou qui ne recueillent pas une concordance, en tout cas un accord suffisamment établi dans le domaine scientifique, qui plus est s'agissant des pathologies cancéreuses. Quant à la preuve du lien subjectif, la preuve de l'exposition, nous l'avons vu juste à l'instant, n'est souvent pas accessible pour le demandeur, qui plus est pour les cancers avec un long délai de latence. Et il y a une prise en compte assez importante des cofacteurs de risque, donc ces cofacteurs qui sont souvent des facteurs de risque extra-professionnels qui renvoient le plus souvent à la consommation d'alcool ou de tabac. Alors, au niveau de l'appréciation judiciaire de ces éléments de preuve, nous n'avons malheureusement pas de décision très éclairante de la part de la Cour de cassation, la plus haute cour au niveau de l'ordre judiciaire français, sur l'interprétation qu'il convient d'avoir du lien causal. Donc, les juges de cassation renvoient essentiellement sur cette question au pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond. Donc, plusieurs arrêts de la Cour de cassation révèlent toutefois une position qui pourrait être plus souple au niveau des juridictions qu'au niveau de l'analyse des médecins de ces deux RMP qui sont saisis à la fois en phase précontentieuse pour se prononcer sur le lien direct ou direct et essentiel entre la maladie et le travail et ou en première instance dans le cadre du litige. Dans le cadre d'un litige sur la contestation d'une décision de la sécurité sociale. Donc, sur le lien direct, en 2002 déjà, la Cour de cassation a précisé que le travail habituel du demandeur n'a pas à être la cause unique ou essentielle de la maladie. Ainsi, dans le cas d'espèce, la consommation tabagique du demandeur ne devait pas faire obstacle à la reconnaissance de ce lien. Dans le cadre d'une décision de 2015, qui n'est toutefois pas publiée au bulletin, donc qui n'a pas la même portée que la décision de 2002, la Cour de cassation a estimé qu'il n'existait pas de contradiction à ce qu'une exposition indirecte à l'amiante, qui résidait dans l'environnement proche de l'activité de travail du travailleur, fonde le caractère direct entre la pathologie et le travail. Malgré ces interprétations, les médecins de ces deux RMP ont une autre appréciation de ce caractère direct du lien entre la pathologie et le travail. Bien souvent, et malgré l'antériorité de la décision de 2002, on peut toujours voir dans les avis de ces deux RMP qu'ils se prémunissent en fait d'un facteur extra-professionnel pour écarter le lien direct. De même, ils se prémunissent d'une exposition qui serait seulement environnementale pour écarter, pour dire que le lien est indirect entre la maladie et le travail. On voit bien dès lors que les juridictions sont susceptibles d'avoir une appréciation plus souple du lien causal que les instances médicales. Alors,
Donc, il n'y a pas, en revanche, d'arrêt significatif, comme je vous le disais, sur l'appréciation du lien direct et essentiel. Dans le cadre de mon travail de recherche, je m'intéresse plus particulièrement aux décisions de cour d'appel pour essayer d'analyser ce que font les juges quelles appréciations ont les juges du fond de cette notion de causalité. Donc ici, je me concentre vraiment sur les pathologies en dehors de la présomption d'imputabilité. Donc, dans ces arrêts de cour d'appel, les juges se montrent très peu enclins à se prononcer contre les avis de ces deux RMP qui ont déjà pu être formulés en phase précontentieuse ou en cours d'instance. Donc, sauf dans les cas où l'exposition au cancérogène peut être démontrée par le demandeur d'un niveau d'une importance significative, les juges suivent de manière commune les avis de ces deux RMP. Donc, il n'existe pas par ailleurs d'homogénéité dans les décisions des cours d'appel. Et pour vous donner un exemple de ce manque d'homogénéité, je citerai deux arrêts de cour d'appel qui sont intervenus à quelques mois d'intervalle en 2018. Donc, un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 novembre 2018 qui a admis le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée d'un cancer du rein avec une exposition au trichloroéthylène, et dans les mêmes circonstances, quelques mois après, le 6 décembre 2018, une cour d'appel qui rejetait ce lien, reprenant les arguments du C2RMP, qui indiquait que les études épidémiologiques étaient discordantes et donc que le lien ne pouvait pas être établi entre la pathologie et le travail du demandeur. Finalement, un tableau établissant la présomption d'imputabilité entre le cancer du rein et le trichloroéthylène a pu être établi en 2021, donc un tableau tout récent. Alors, pour conclure, nous dirons que l'interprétation médicale de la causalité matérielle et l'interprétation juridique donc l'interprétation médicale apparaît plus exigeante que l'interprétation juridique qui pourrait être faite du lien causal. Toutefois, la faiblesse du contentieux et le manque de légitimité ressenti par les juges pour s'émanciper de ces avis médicaux ne permet que très rarement de se libérer justement de cette appréciation qui est plutôt restrictive du lien de causalité. Donc, il existe par ailleurs une contradiction assez forte entre le niveau de preuve attendu concernant le degré d'exposition du demandeur et sa capacité concrète à produire une telle preuve, donc comme l'a démontré ma collègue Anne Marchand. Donc finalement, au regard de la preuve exigée pour accéder à la réparation des maladies professionnelles, on peut se demander si la création de tableaux ne relève pas d'un leurre. Donc, plus que d'une inaction publique, on peut se demander si cette action publique, si cette création de tableaux ne permet pas justement à la puissance publique de laisser croire en proposant une réparation qui est finalement inaccessible, même au prix d'une démarche contentieuse, qu'il existe une voie de réparation. Donc, la loi de 1919 qui met en place le régime de réparation des maladies professionnelles donc, ne permet... Donc, contrairement à ce qui était prévu par cette loi de 1919, le recours au droit à la réparation pèse si peu sur la définition de la maladie professionnelle à l'heure actuelle, donc qu'elle occupe finalement un rôle qui n'est que très minime dans le développement des politiques de prévention avec lesquelles elle pourrait faire le lien et en écho avec ce que pouvait vous exposer également notre collègue tout à l'heure. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Votre conclusion me dispense de devoir faire le lien, puisque vous l'avez fait, entre la situation en Belgique et la situation
en France. Il y aurait évidemment beaucoup de choses et beaucoup d'autres choses à dire sur cette comparaison, mais les problèmes sont fondamentalement assez proches. Nous allons maintenant avoir une table ronde où nous allons demander à 3 intervenants de participer à cette table ronde pour réagir aux différentes interventions que vous venez d'entendre. Donc, tout d'abord, nous allons demander à Madame Isabelle Schoenmann, donc de l'Étui, de venir à la table. Donc, elle a été élue secrétaire confédérale de la Confédération européenne des syndicats en 2019. Vous êtes en charge du réseau européen de juristes et d'experts juristes syndicaux. Vous dirigez la politique de la Confédération européenne des syndicats en matière de démocratie au travail et de politique industrielle. Alors, participera également à notre table Youssef Elotmani, qui est donc juriste conseiller, juriste au service d'études de la CSC, et Youssef est notamment en charge des matières liées au risque professionnel. Et puis nous aurons Madame Nadine Meunier, qui est avocate générale à l'Auditorat général du travail de Bruxelles, en charge évidemment notamment du droit pénal social. Madame Meunier a aussi été pendant un certain nombre d'années auditeur du travail à Liège. Alors, je vais peut-être d'abord donner la parole à Madame Schoenmann pour une réaction d'ensemble par rapport à la question